Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! Se lancer à son compte est parfois effrayant. Pour mon invité du jour, cela a été naturel et une évidence. Un pari qui a marché puisque Sonia est à son compte depuis presque 10 ans. J'ai le plaisir de recevoir Sonia Cardozo, recruteuse et fondatrice du cabinet de recrutement SC Talent. Dans cet épisode, Sonia nous parle de sa vie de femme, de mère et de freelance. Elle nous parle de son quotidien dans le recrutement, sa vision du recrutement et comment elle voit évoluer ce domaine. Découvrez comment cette petite fille qui rêvait d'être chanteuse et businesswoman a construit sa vie pro en gardant en tête sa volonté d'être libre et d'être son propre patron. Bonjour Sonia. Bonjour Jalila. Tu vas bien ? Ouais, très bien, et toi ? Ça va, merci. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast et je suis contente qu'on puisse parler de ton parcours, ton métier et de plein d'autres choses. Pour commencer, c'est un peu la question que je pose à tout le monde. Je demande à la personne de se présenter via une question qu'on pose souvent tout le temps quand on rencontre quelqu'un, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Ah là là, je déteste cette question. Forcément, quand on te pose cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et surtout, quand t'es tech recruteuse, c'est le genre de question que tu n'aimes pas. C'est des métiers qu'on connaît pas ou peu. Et t'as souvent aussi tendance à comprendre par qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton métier. Donc, je vais essayer un petit peu d'élargir le sujet. J'ai 40 ans, je suis maman, j'ai 2 petites filles. Et à côté de ça, en effet, je suis tech recruteuse depuis 12 ans. Et ça fait 8 ans que je travaille à mon compte, que j'ai lancé ma boîte et que j'accompagne donc mes clients dans leur recrutement. Ok, merci. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que tu fais plus précisément dans le recrutement ? Il y a une partie de ton expertise, c'est la chasse de tête. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est ? Alors, concrètement, quand tu es une entreprise et que tu cherches à recruter, tu as plusieurs options. Soit en effet en interne, donc dans la boîte, tu as un pôle recrutement et ou ressources humaines, parce que c'est vrai que souvent on associe les deux alors que c'est pas tout à fait la même chose. Et donc l'entreprise va s'occuper elle-même de trouver des talents et de les intégrer. Soit t'as pas en interne de pôle recrutement dédié, ce qui est souvent le cas par exemple dans les startups. Mais tu peux également avoir un pôle, quoi qu'il en soit d'ailleurs, et tu fais appel à un prestataire, donc tu fais appel à un intermédiaire, donc un cabinet de recrutement, un chasseur de tête indépendant, une société de service, peu importe, quelqu'un qui va t'aider dans ton recrutement et qui va être là pour t'accompagner de la prise de brief jusqu'à l'intégration du candidat. Donc qui va vraiment s'occuper de toute la phase amont, donc vraiment comprendre, identifier le besoin avec les opérationnels et ensuite t'accompagner sur tout ce qui va être sélection de candidats, screening de CV, entretien, brief, débrief, négociation de l'offre, intégration, etc. Ok, merci beaucoup. On va revenir du coup dans une réflexion, on va dire, sur ton passé. Quelle idée tu te faisais du travail petite ? Quelle idée je me faisais du travail petite. Je voyais ça comme quelque chose de très cool. Donc la naïveté de l'enfant, mais je voyais ça quand même déjà comme une obligation en me disant quand t'es grand le matin tu te lèves et puis tu vas travailler. Mais à côté de ça, j'avais l'impression que le travail c'était associé à l'argent et c'était surtout associé à la liberté. Tu bossais pour
Alors pas spécifiquement pour avoir de l'argent, mais ensuite ça te permettait de partir en vacances, etc., etc. Donc je pense que je voyais quand même ça, comme quelque chose de plutôt cool, quoi. Enfin, je sais que quand j'étais petite, je me voyais déjà plutôt genre businesswoman, quoi. Tu vois, mettre des talons, une robe pour aller travailler. Jupe crayon. Donc Je vois totalement. Ah bah, du coup, tu fais une bonne transition. Est-ce que tu avais des idées précises de ce que tu voulais faire, petite? Plein. Plein, et je n'ai jamais été alors tous les métiers auxquels j'ai pu penser, il y en a aucun que j'ai mené à bien, mais j'ai oscillé entre chanteuse. Non, on ne va pas me faire chanter, mais donc oui, j'adorais chanter, mais je pense comme toutes les petites filles avec ma brosse à cheveux devant le miroir, donc je me suis très longtemps imaginé que j'allais percer là-dedans. Mais non, mais en effet, tu vois, j'avais beaucoup pensé, j'adorais chanter, j'avais pensé marchande de fruits à une époque quand je jouais beaucoup à la marchande de fruits, je m'étais dit que c'était quand même super cool et que j'aurais bien je serais bien passée de la théorie à la pratique. Après, en grandissant, j'étais devenue un peu plus peut-être raisonnable dans mes choix, et donc à tour de rôle médecin, parce que tout le monde te dit c'est bien, il faut être médecin, avocat ou prof. Enfin, en tout cas, dans ma génération, c'était surtout les métiers dont on connaissait beaucoup et qui faisaient rêver. Malheureusement, j'étais j'étais mauvaise en maths et tout ce qui gravite autour des sciences, donc j'ai supposé que c'était peut-être pas la meilleure des idées. J'avais pensé aussi à journaliste. J'avais pensé à tout plein de choses, sauf tech recruteuse, qui d'ailleurs était un métier que je connaissais absolument pas. Même le recrutement en soi. Alors autant j'avais plus ou moins une vague idée des ressources humaines, mais côté recrutement, non, j'en avais même jamais entendu réellement parler, ou en tout cas c'était pas non plus un métier qui était j'imagine très très connu et répandu à l'époque. Oui, et puis même mis en avant dans les formations, c'est que depuis quelques années que tu vois des spécialisations, tu vois des matières spécialisées dans le recrutement. Mais ok, assez intéressant comme réflexion petite. Du coup, on évolue un peu plus tard. Quel regard tu poses sur la Sonia de ton début de carrière? De mon début de carrière dans le recrutement, ou de mon début de carrière tout court? Parce que j'ai pas commencé dans le recrutement. Moi, après avoir voulu faire tous ces métiers-là, je suis traductrice de formation, donc à nouveau pas grand-chose à voir avec tout ce que j'ai pu dire précédemment. En me disant, je m'étais orientée là-dedans en me disant, j'adore les langues. Je suis portugaise, le portugais c'est ma langue maternelle, j'ai fait une classe européenne, donc j'ai aussi fait de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, et ensuite j'ai complété ça par, en bonne fille que j'étais, par un MBA dans le marketing orienté produit du luxe. Donc je m'étais essayée à une première carrière dans le luxe. Je me voyais après, en grandissant, bosser chez L'Oréal ou chez Dior ou chez Chanel. Donc j'avais commencé là-dedans en stage, et plutôt côté vente, et puis finalement c'est quand même plutôt ce qui est resté dans ma carrière. Tous les jobs que j'ai pu occuper jusqu'à présent, il y a quand même quand bien même on soit dans le conseil, il y a aussi une dominante, ou en tout cas il y a aussi un facteur vente, y compris côté recrutement. Donc je pense que c'est un petit peu ça le fil conducteur, et le regard que je porte sur la Sonia naïve qui rentrait sur le monde du travail. Clairement, je pense très très naïf, qui découvrait, mais qui sortait aussi d'école où ce qu'on nous avait dit pendant 5 ans et la réalité était pas tout à fait la même. Donc j'étais un peu arrivée sur le marché du travail en mode avec un melon qui était une pastèque, et puis qui a vite explosé, parce que je suis arrivée à peu près je sais plus, en 2006-2008, donc c'était pas la meilleure des périodes d'ailleurs. Et puis pareil, j'étais tellement convaincue que j'avais fait de bonnes études, que le monde attendait Sonia Cardozo. Et quand j'ai commencé à essuyer refus sur refus, parce que je pense que pour le coup aujourd'hui, avec mon regard aussi de recruteuse, clairement, tu vois, je postulais à des jobs qui me faisaient rêver, mais où j'étais absolument pas qualifiée. Donc c'était, tu vois, j'avais zéro expérience, et je me voyais absolument bien être responsable marketing chez Dior. Oui,
j'imagine que Dior se voyait un petit peu moins la pertinence d'une jeune diplômée qui aurait pu prendre, tu vois, la responsabilité du marketing chez eux. Donc je pense que, tu vois, avec le recul, je me dis, voilà, j'avais cette naïveté de quand tu voyais une offre Bac+5, je me disais ok, et un job qui me faisait rêver, je me disais non, mais bien sûr c'est pour moi. Donc ouais, voilà, donc j'étais très je pense très naïve, et c'était ma première confrontation avec le monde du travail. Et puis surtout, je pense, entre guillemets, pas forcément une inadéquation, mais quand même un regard biaisé sur peut-être la valeur de mes études, ou en tout cas et mon manque d'expérience, parce que voilà, j'avais un Bac+5 mais j'avais 0 expérience, enfin j'avais 6 mois dans les pattes, et en même temps cette espèce de pression aussi, alors pression sociale, et puis probablement aussi ton auto-pression de se dire voilà, maintenant tu as fini tes études, il faut que tu trouves un job, à la hauteur de tes tu vois, donc il y avait déjà aussi beaucoup d'injonctions autour de ça, où tu te disais moi je me souviens que en sortant d'école, je m'étais dit, comme quoi, ironie, je ferais absolument pas un job entre guillemets à dominante commerciale, parce que je me disais en fait tu vois, tes études sont pas en adéquation avec ça, donc c'est rigolo. Bref. Mais c'est vrai que parfois on peut se mettre une petite pression en se disant alors soit parfois c'est non, il faut que je reste dans ce domaine parce que j'ai fait 5 ans ou plus, j'ai fait des sacrifices, je peux pas lâcher maintenant et je peux pas changer. Soit des fois on se dit voilà, j'ai étudié pour faire tel métier et on reste dans cette voie, alors que peut-être, et parfois c'est un peu le cas, on est plus épanoui et plus compétent sur un autre domaine. Et du coup, comment t'es arrivé à des postes avec une dominante commerciale, et puis par la suite prendre, on va dire, ton émancipation du salariat et créer ta société? Alors, moi, je suis arrivée dans le recrutement par le plus grand des hasards. C'était un métier que j'avais commencé à découvrir, mais donc pareil, je suis arrivée un peu par hasard, et c'était pas, c'était ni choisi ni subi. Ça a été une opportunité, et j'ai commencé là-dedans. Et puis ensuite, j'ai passé à peu près en cumulé plus ou moins 4 ou 5 ans en cabinet, dont le dernier cabinet où l'expérience a un peu tourné court. Et c'est là où alors la volonté, moi j'avais commencé ma carrière côté déjà en tant que freelance. Et ensuite, plus, je pense d'ailleurs par pression sociale. Et pareil, donc là, on essaye de remonter le temps, mais on doit être dans les années 2010, tu vois. Donc, t'avais pas encore cette espèce de tendance à laquelle t'assistes aujourd'hui, où t'as beaucoup de freelance, alors notamment chez les développeurs, mais tous les postes qui vont graviter autour du digital, et pas que. C'est vrai que en 2010, si t'étais freelance, c'est que t'avais raté ta vie, c'est qu'en fait on voulait pas de toi en CDI, tu vois. C'était un petit peu en tout cas comme ça que c'était, que je le percevais. Et puis je pense que si je le percevais comme ça, c'est qu'on me le faisait aussi sentir, on me faisait aussi sentir comme ça. Ou alors que t'as créé une super structure avec un projet révolutionnaire. Ouais. Mais voilà, mais le un peu solopreneur, c'était genre ok, la meuf est pas assez bonne pour être en CDI et personne n'a voulu d'elle. Donc c'était un peu, c'était pas toujours très évident, et notamment quand il faut rassurer ton papa et ta maman. Donc voilà, et donc un peu, je pense, par pression, ou pour m'auto-convaincre que j'étais aussi suffisamment douée pour trouver un CDI. C'est là que je suis arrivée dans le recrutement par le pur hasard, et aussi parce que l'activité que j'avais précédemment commençait vraiment à me gonfler, ou que j'y trouvais plus mon compte. Et donc j'ai mis le pied à l'étrier côté recrutement, et assez rapidement je m'étais dit quand même je préfère bosser à mon compte, ce côté liberté, autonomie, faire les choses comme je les entends, même si les cabinets par lesquels je suis passée, c'était des superbes écoles de vente, etc. Mais c'est vrai que le salariat s'accompagne aussi, alors s'accompagne de droits, mais s'accompagne aussi de devoirs. Et j'avais l'impression que autant j'étais fan des droits, un peu moins fan des devoirs, quoi. Donc au fur et à mesure, et puis parce que l'expérience dans le deuxième cabinet a tourné court, je me suis dit en fait
c'est plutôt que ce que j'avais prévu moi dans ma tête, parce que je m'étais toujours dit ok, le but du jeu maintenant c'est de gagner en expérience sur le recrutement, de développer un portefeuille client et puis ensuite de me lancer à mon compte, parce que j'avais l'impression que ce que je faisais en cabinet je pouvais très bien le faire seule, mais je m'étais plutôt mis ok, tu chopes 7 ans, 10 ans d'expé et puis ensuite tu te lances et puis finalement ça a été plus 5 ans que 10 ans et je me suis lancée. Et 8 ans après, nous y voilà, toujours là. Ouais, parce que du coup, ça fait 8-10 ans que tu as créé ta société. Pour un peu donner du contexte, à l'époque, il y avait très peu de recruteurs, on va dire, freelance, et notamment sur de l'IT. Donc, tu es une des premières, notamment sur le marché parisien. C'était pas évident de faire ta place dans un milieu qui, à l'époque, côté recrutement, et notamment dans les cabinets de recrutement, était assez masculin. Ouais. Et aussi dans le domaine IT. Je pense que j'ai eu la chance, quand je me suis lancée, on était fin 2013. Et je pense que tu vois, il y avait eu déjà des nouveaux cabinets face aux cabinets traditionnels type Michael Page, Robert Walters, Hayes, etc. Tu avais de nouveaux cabinets qui avaient décollé sur le digital, notamment Urban Linker, Mobile Skill, etc. Et donc, qui avait aussi déjà ouvert la voie un petit peu à venir, un petit peu chatouiller ce secteur, qui était vraiment l'idée par ces 3 cabinets notamment. Donc, je pense qu'il y avait déjà eu ça. Et puis surtout, ce qui a fait que j'ai rapidement pu trouver, tu vois, genre des clients, une cible et compagnie, ça a été les startups qui, ce boom des startups, et donc qui eux étaient, je pense, très sensibles au fait de bosser avec quelqu'un aussi qui était un peu dans ce mood entrepreneur. Donc je pense que tout ça m'a bénéficié. Je pense aussi que les cabinets que je citais précédemment, c'est des acteurs traditionnels et des gros acteurs et qui ont peut-être moins aussi d'agilité, donc qui continuent concrètement qui continuent à faire du recrutement comme ils en ont toujours fait. Le recrutement, ça faisait peut-être, j'en sais rien, ça a dû arriver dans les années 2000, je sais même pas trop, en France, tu vois, le modèle des success fees, etc., etc. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une lassitude de se dire, on a sensiblement, alors non pas que j'ai révolutionné le recrutement, loin de là, parce que je fais à peu près comme tout le monde, mais tu vois, tu commençais quand même à avoir une espèce de désamour pour les cabinets traditionnels. Tu commençais à avoir une espèce de rupture entre les clients, les cabinets, les développeurs qui étaient déjà sursollicités, etc. Et je pense que, tu vois, on a été quand même quelques-uns à se lancer à peu près à la même époque, plus des cabinets très orientés, exclusivement orientés web, digital, et tout ça a participé, tu vois, un petit peu à redessiner ou à retwister un petit peu le recrutement, ou en tout cas le recrutement tech à cette période-là. Et oui, forcément, ça m'a favorisé, en tout cas, ça m'a aidé à me développer, ouais. Ok. Juste du coup, pour rappeler, tu parlais des success fees. Pour les personnes qui ne connaissent pas du coup ce principe, donc c'est un cabinet de recrutement. Il peut travailler donc avec différentes possibilités et notamment différentes possibilités de paiement. Et c'est de payer au succès. Donc tu lances un contrat et tu es payé une fois que tu trouves la personne parfaite pour ce client. Donc, tu as créé ta société, tu as pu trouver ton rythme. Tu disais que voilà, tu étais maman. Comment aujourd'hui tu jongles entre travail et vie perso? Est-ce que tu as gardé ce rythme pour te donner un peu une sorte d'organisation de travail, garder ce rythme salarié? Est-ce que tu fais partie de ces entrepreneurs qui travaillent aussi le week-end, etc. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je pense que les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Donc il y a des moments où ça m'arrive de bosser un peu le soir et le week-end. J'essaye quand même de pas trop le faire. Il y a aussi ce côté où d'être à son compte, d'avoir sa boîte. C'est pour moi aussi justement d'avoir la liberté un petit peu de m'organiser comme je veux, et notamment d'essayer d'avoir un rythme plutôt cool pour profiter de mes filles qui sont petites.
Donc ça, c'était aussi important pour moi. Mais malgré tout, et ça, c'est très spécifique à moi, mais j'ai quand même beaucoup de mal à me détacher, comme quoi t'essayes de déconstruire des schémas que tu penses qu'on t'a imposés, et puis en fait c'est pas si facile, parce que j'ai beau me dire en fait le kiff de ton taf c'est d'être indep à ton compte et de bosser quand tu veux, quand même t'es tellement conditionné, formaté à te dire il faut travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h, que parfois quand je fais autre chose alors que j'ai le droit de faire autre chose, tu vois, je suis en train de me dire mais merde, en fait, les gens normaux, ils sont en train de taffer là en ce moment, tu vois. Donc c'est un peu plein de contradictions, parce que tu te dis ouais, je suis indep pour et très souvent les gens, quand tu leur dis que t'es indep, ils disent waouh, c'est génial, tu maîtrises ton emploi du temps comme tu veux, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Oui, bien sûr, mais en fait oui et non, parce que personne vit que d'amour et d'eau fraîche, et surtout comme tu vois, je rebondis sur les success fees dont on vient de parler, notamment quand on a un business model qui repose sur un paiement au résultat. Oui, en effet, je peux ne rien faire de la journée, mais je sais aussi que si je fais rien de la journée, malheureusement, je serai pas payée. Enfin, donc, tu vois, à un moment, la liberté, elle est là. Et oui, ce qui est sûr, c'est que tu vois, moi, je travaille à peu près de n'importe où, donc je pars très souvent au Portugal, ou je pars assez souvent en vacances. Alors, mes enfants, mon mec sont en vacances et moi je suis moyennement en vacances, tu vois, parce que j'emmène toujours mon ordi, parce que le recrutement s'arrête jamais vraiment, et que moi je bosse vraiment seule. Donc tu vois, quand tu es en cabinet, normalement quand tu pars en congé, tu mets ton out of office et puis il y a quelqu'un de ton équipe qui reprend ton boulot. Tu vois, moi quand je pars en vacances, je suis quand même alors oui, je traite vraiment que les priorités, l'urgent, etc., mais je peux pas dire à mes clients écoute, tiens, je te donne les logins de ma boîte mail et puis tu regardes un petit peu ce qui se passe, si le candidat rappelle ou rappelle pas, tu vois. Donc le rythme, je te dirais, je pense que j'ai malgré tout un rythme très très cool, parce que je travaille pas ou très peu, par exemple le mercredi après-midi, pour profiter de mes filles. Je fais du sport tous les jours sur des heures entre guillemets de bureau, mais en même temps le fait d'être indépendant et au succès, donc d'avoir une visibilité réduite aussi sur ton chiffre d'affaires, fait que tu es quand même obligé de travailler régulièrement, très régulièrement. Ouais. Donc c'est plus sur une semaine, c'est un peu plus on va dire cool entre guillemets, même si te connaissant, je sais que t'as des gros rushs de travail, mais du coup c'est allongé sur toute l'année, parce que tu prends pas forcément autant de vacances, et quand tu pars en vacances, tu coupes pas comme on peut couper dans d'autres structures ou autres. Ok, c'est super intéressant. Tu me parlais déjà de ce premier challenge sur cette partie de ton métier qui est du coup parfois de travailler au succès. Donc ça veut dire la rémunération arrive que si tu trouves un candidat. Est-ce que tu as d'autres challenges dans ton métier? Ouais. Déjà, un des gros challenges, c'est de durer, de perdurer. Moi, je chasse on n'a plus le droit de dire chasser, donc attends. Je recrute ou je cherche quasi exclusivement dans le web, dans le digital, à la tech. Donc c'est des candidats qui sont sursollicités. Le but, c'est, alors quand bien même moi je suis pas du tout issue de la tech, et je dis pas l'être, mais tu vois, s'intéresser un minimum à ce que font les candidats, les clients que t'approches, tu vois, ça c'est déjà c'est le minimum syndical. Donc il y a quand même ce challenge d'essayer quand même de comprendre un maximum de cet univers auquel dont je fais pas partie, et qui est pas du tout en relation avec mon cursus universitaire. Il y a aussi la volonté la volonté et l'ambition de rester crédible. C'est vrai que très souvent, quand je te disais que je pense que quand je me suis lancée, il y avait aussi des places à prendre, parce que les clients commençaient aussi à saturer un petit peu du turnover. Je pense que c'est un métier qui est hyper challengeant, très concurrentiel, et sur lequel tu as énormément de turnover. Tu vois, ne serait-ce que rester, perdurer, c'est un challenge, de rester crédible, de continuer
toi aussi à trouver du plaisir, parce que c'est pas forcément toujours évident, surtout quand quand ton métier est énormément décrié. Ça, c'est un challenge. Enfin, tout est challengeant, parce que rien n'est acquis, tu vois. Ton client n'est jamais acquis, tes candidats ne sont jamais acquis. La tech évolue très rapidement, donc un langage sur lequel tu avais l'habitude de travailler, tout à coup devient un peu moins sexy, un peu désuet. Donc toi, tu dois accompagner, tu dois accompagner un petit peu la tendance marché. Donc tu dois aussi rapidement comprendre autre chose, comprendre les subtilités. Alors les subtilités du langage, j'entends superficiel, enfin un vernis superficiel. Je suis pas en train de dire que je suis devenue développeur PHP puis Python puis React. Non, pas du tout. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu dois quand même accompagner les tendances de ton marché. Et puis pareil, le recrutement, en effet, ça fait un moment qu'il est toujours là et qui ressemble sensiblement à la même chose. Et les candidats, en tout cas les candidats à la tech, je spécifie parce que je connais pas tous les secteurs d'activité, mais n'y trouvent plus ou n'y trouvent pas leur compte. Donc c'est aussi, tu vois, comment tu te réinventes, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à apporter du plaisir, pour continuer à être crédible, pour continuer à donner aussi envie aux gens de bosser avec toi. Donc tout est quand même plutôt globalement challengeant, tu vois. Ouais. Effectivement, il y a ça, je rebondis sur ce que tu disais, il y a beaucoup de pédagogie dans notre métier, parce que il y a toujours du coup deux versions d'une conversation, d'une histoire. Donc il y a la partie les candidats qui disent les recruteurs c'est tous les mêmes, etc. Et puis il y a côté recruteur où on peut trouver pas mal d'histoires sur les candidats. Et effectivement, c'est à nous de montrer que le recrutement c'est autre chose, c'est déjà une réelle expertise. Il y avait une phrase de l'école du recrutement qui disait le recrutement n'est pas la voie de garage des ressources humaines, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent je suis obligée de passer par le recrutement pour ensuite évoluer sur des missions un peu plus générales comme la formation, le développement de carrière, etc. Et puis il y a des personnes comme un peu toi et moi qui avons choisi le recrutement et qui restent dans ce domaine-là. Tu me parlais de l'évolution du métier. Comment tu vois évoluer le recrutement? Enfin, déjà, comment tu as vu évoluer le recrutement et comment tu le vois évoluer par la suite? Est-ce que tu as une vision positive de tout ça? Comment ça se passe? Enfin, si tu en as une. Ouais. Moi, je me souviens quand je suis arrivée dans le recrutement, on était plutôt sur un marché orienté client. J'ai eu une espèce de vague réminiscence qu'on était quand même genre ou crise subprimes, etc., etc. Donc c'était quand même plutôt le client qui menait la danse. Là où la tendance est complètement inversée, et je pense que ça fait quand même, je sais pas, peut-être 8 ans, 6-8 ans, quasiment, je pense, depuis que je suis à mon compte, je pense que le marché, il est clairement orienté candidat. Non, je trouve que c'est une période hyper excitante, parce qu'on sent quand même, alors déjà que la fonction est de plus en plus connue et reconnue, ou en tout cas que les personnes qui l'exercent cherchent à la faire reconnaître. Donc ça, c'est plutôt super et super encourageant. Je pense qu'on arrive aussi sur une période un petit peu, un moment de rupture, tu vois, où en effet, je pense qu'on est allé au bout de l'expérience, et que aujourd'hui, le recruteur, il en a ras la casquette, le client, il en a ras la casquette aussi, et le candidat, le développeur, n'en parlons pas. Et donc, en effet, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou qui va se passer, pour que ces trois personnes qui sont censées collaborer continuer à collaborer de façon super sereine. Alors moi, je milite pour l'arrêt des success fees, mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincue que j'ai beaucoup de followers avec moi sur ce projet, mais je pense que ça peut être déjà des idées. Et puis, je pense qu'on n'en est plus si loin non plus, parce que quand je vois, tu vois, toutes les missions type RPO, etc., je pense que quand même, tu vois, ça commence à faire son bonhomme de chemin. Quand on voit aussi à quel point on est en train d'assister tout doucement, après la revanche des geeks, on a la revanche des tech recruteurs, où tu vois, pas un jour ne se passe sans que tu aies approché pour une mission, etc. Alors après, je sais pas, est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue? C'est comme il y a absolument pas de développeurs, comme on continue à recruter de la même façon, on a besoin d'être beaucoup plus de tech recruteurs pour trouver des développeurs, et ce qui fait qu'il y a une espèce de bulle autour du tech recruteur, ou est-ce qu'en effet, tu vois, il y a un marché qui est tellement
ou un écosystème qui est tellement bouillonnant que par la force des choses, il y a tellement plus de développeurs qui sont nécessaires, qu'il y a tellement plus de postes de tech recruteurs. Ça, je sais pas trop, mais je pense, oui, tu vois, qu'on est vraiment à un moment, un moment un peu charnière, un peu de rupture, où, et puis on le voit, tu vois, on le voit sur LinkedIn avec de plus en plus de recruteurs qui prennent la parole, qui travaillent un peu, l'axe du personal branding, qui osent être eux-mêmes et qui mettent en avant leur perso eux-mêmes, etc., et qui s'éloignent un petit peu des modèles très commerciaux et très packagés du cabinet. Enfin, je sais pas tout à fait expliquer ce que j'ai derrière la tête, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de cette vision. Il y a encore quelques années, j'ai l'impression qu'il y avait une vision unique du recrutement et que tu étais obligé de faire tous ces steps-là et il y avait que comme ça que ça fonctionnait. Je trouve que ça, c'est en train d'être challengé et que, tu vois, tu devais proposer quelque chose de lisse et uniforme. Tu vois, c'était une boîte que tu représentais, donc tu avais une trame, entre guillemets, commerciale qui était la même pour tout le monde, que tu sois que tu aies une personnalité introvertie, que tu sois le joyeux luron de la bande et compagnie et compagnie. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, tu vois, on est en train de valoriser un petit peu la perso et le côté humain dans le recrutement. Donc c'est un peu rigolo de dire ça, mais tu vois que on est en train de mettre de l'humain et que c'est ce qui va, à mon sens, très probablement faire d'ailleurs la différence entre un bon recruteur et un recruteur peut-être moins performant. Ouais. Mais effectivement, je te rejoins parce que sur les aspects des 2 points, sur le fait, il y a une pénurie, donc c'est un marché inversé côté IT où il y a plus de sociétés qui sont en recherche que de, on va prendre les développeurs qui sont en recherche de postes. Donc ça fait que ce sont des métiers et plus généralement des personnes qui sont très recherchées. Et il y a aussi un aspect où il y a un peu plus de et du coup effectivement si tu recherches un développeur, la personne qui recrute ce développeur devient un peu rare, d'où le tech recruteur qui est très sollicité. Et puis j'avais constaté ça, je sais pas si tu avais remarqué, mais pendant quelques années, là, ça change un peu depuis quelques temps, mais il y avait une vision assez négative du recrutement et donc les personnes ne voulaient pas s'inscrire dans la durée dans cette profession. Donc tu avais peu de personnes qui voulaient faire ça ou rester aussi dans ce domaine-là. Tu vois, on disait oui, non, mais si je reste que dans l'IT, après j'ai plus le mot, enfermée, me cataloguer. Exactement, je vais être enfermée, je pourrais pas évoluer dans d'autres structures, etc. Donc il y avait ça. Tu parlais effectivement d'un changement, notamment sur LinkedIn. On voit de plus en plus de personnes parler de leur métier, des backstage, on va dire, de comment ça se passe. Toi, tu le fais et c'est assez criant de vérité. Et puis t'as ta touche personnelle. Et effectivement, il y a un peu plus aussi d'humanisation de ce métier. Je pense qu'on a remis en fait, je pense que, et puis j'espère en tout cas, je fais partie des personnes qui ont une vision positive de tout ça, peut-être une naïveté, mais je pense qu'on a compris que le recrutement c'est avant tout de l'humain. Moi pendant mes études, tu vois, j'avais eu un cours, je crois, de recrutement pendant mon master 1. C'était très des techniques de recrutement, tu vois, le légal, mais au final, tu vois, on te dit pas que ça reste mine de rien un échange en fait. C'est un échange avec une personne, donc il y a aussi du coup de mettre l'humain au cœur de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que que ce soit les sociétés prennent conscience de ça et recherchent ça des personnes avec qui ils travaillent. Et puis il y a un peu plus effectivement d'éducation sur les différents réseaux professionnels comme LinkedIn. Tu parlais des missions RPO. Donc c'est quand on travaille avec un client mais en interne, avec sur une durée précise, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et en gros, tu intègres un service directement dans la société. Et aujourd'hui, effectivement, il y en a de plus en plus, et ça peut, pour une personne qui est à son compte, contrebalancer le fameux recrutement au succès. Aujourd'hui, tu le disais, il y a encore peu de clients qui sont prêts à lâcher ce modèle. Tu penses que c'est expliqué par quelle raison, hormis financier?
surtout? Je pense que alors j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Je pense que très longtemps, comme tu disais, il y avait un petit peu ce côté peut-être pas forcément super valorisant associé à ce job de recruteur. Tu vois, une espèce de fonction support et par extension, et encore, je pense qu'encore aujourd'hui, il doit y avoir plein de personnes qui le disent. Tu vois, c'est genre la plupart d'ailleurs du temps quand tu challenges le client et que tu dis OK, pourquoi on échange aujourd'hui et pourquoi tu me missionnes sur ce job-là. Parfois, j'ai des clients qui me disent non mais voilà, moi je sais faire, j'aurais pu le faire mais j'ai pas le temps. Tu vois, comme si en fait le recrutement c'était pas forcément un vrai métier. Tu vois, en fait, il suffit d'aller sur l'APEC ou Monster ou je sais pas où, tu vois, et tu cherches 2-3 CV et sur un malentendu, tu fais un recrutement. Donc, je pense que déjà, il y a une espèce de nébuleuse ou un côté très réducteur au recrutement et où tout le monde se dit, c'est juste des CV, donc tout le monde sait lire un CV. Oui, enfin bon, la cuisine, c'est juste aussi faire des œufs, tu vois, et pour autant, je me dis pas que je suis chef. Enfin, je pense qu'il y a quand même un petit, sans vouloir trop être présomptueuse non plus, tu vois. Mais le recrutement, c'est en effet une fonction bien à part entière, tu vois, mais qui jusqu'à présent est probablement parce que c'est aussi arrivé, tu vois, avec des méthodes type succès et compagnie, où ça a peut-être pas valorisé suffisamment ce métier-là. Quand les gros cabinets se sont implantés en France, c'était de dire ok, bah nous on travaille gratos et puis on sera payé si et seulement si tu vois, on trouve un mec et que le mec démarre chez vous. Donc tu vois, je trouve que c'est pas forcément méga valorisant et ça fait un peu aléatoire d'ailleurs, tu vois. Donc déjà, je pense que oui, les clients sont habitués parce que ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. Donc si c'est comme ça, pourquoi ça changerait? Je pense qu'il y a une espèce de faux confort pour le client qui se dit bon bah voilà, il y a quelqu'un qui va chercher et ça me coûte rien. Donc il y a ce côté aussi où bon bah c'est gratuit donc ça ne me coûte rien et c'est un peu la face la partie visible de l'iceberg. Enfin, en fait, si, ça coûte beaucoup, tu vois, parce que ça coûte du temps, parce que lui, si il mandate quelqu'un, mais que la personne, elle est moyennement emballée et qu'elle taffe pas trop sur son job, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, il peut toujours être avec son besoin et puis il l'a toujours pas trouvé. Et j'imagine que s'il avait décidé de lancer ce job, c'est que c'était quand même un minimum utile, nécessaire et urgent dans ses équipes. Donc, je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Le côté où, tu vois, c'est une espèce de fonction, pour cataloguer, c'est une espèce de fonction support que tout le monde pourrait faire, mais juste on n'a pas le temps. Donc, si tout le monde peut le faire, je vois pas pourquoi je paierais. Et en plus, c'est quand même super cher, tu vois. Bon, alors après, ça vient contrebalancer aussi toutes les prises de risque que tu prends, toi, et aussi la difficulté du marché, de l'approche et compagnie. Mais je pense qu'il y a ce côté-là, de se dire, bon, bah voilà, c'était une fonction support. En vrai, tout le monde peut le faire parce que c'est juste lire des CV. Et le client est habitué à ça. Donc, pourquoi ça changerait? Et puis là, j'ai l'impression que le marché, ou le monde du travail est bouleversé depuis ces dernières années et qu'on perçoit plus le travail et on n'accepte plus que le travail soit une dure labeur comme on en avait peut-être la vision avec nos parents, etc. Et c'était le jeu ma pauvre Lucette. Et qu'aujourd'hui, tu vois, tout le monde cherche davantage à être épanoui, à avoir un équilibre vie privée, vie pro, où t'acceptes probablement moins les sacrifices et compagnie. Et je pense que les boîtes commencent à voir que en effet les talents, tu fais plus des carrières comme potentiellement nos parents qui pouvaient passer 20 ans, 30 ans dans la même boîte sans trop se poser de questions et tu étais en CDI et voilà. Et puis il y avait des jours c'était cool, d'autres jours c'était moins bien, mais tu te challengeais pas trop. Aujourd'hui, il y a une telle volatilité des profils et je pense, alors là pour le coup, à peu près tout type de poste confondu, que les boîtes, elles sont en train de réaliser qu'en fait, le capital le plus important dans une boîte, c'est l'humain. Et donc, elles sont en train de se dire, il faut séduire l'humain. Et pour séduire l'humain, il va aussi falloir, tu vois, revaloriser les personnes dont le métier est d'aller attirer, capter, sensibiliser les autres humains à nous rejoindre. Donc, c'est aussi, je pense, ça qui participe un petit peu
à revaloriser le métier de recruteur, à le mettre un peu sur le devant de la scène et à le rendre du coup plus pénurique, plus sexy et tout ce que tu veux. Donc je pense qu'il y a vraiment tous ces éléments qui viennent un petit peu basculer, ou en tout cas bousculer plutôt, le marché du travail et ensuite le monde du recrutement. Et donc très probablement, tu vois, le business model aussi, parce que voilà, je pense que l'émission, comme tu le disais, moi quand j'ai commencé, quand je me suis lancée, je vais pas dire que j'étais la première et que j'étais la seule, mais on n'était pas nombreux, et la plupart des personnes qui quittaient un cabinet de recrutement, c'était deux options. Soit c'était pour lancer le leur, mais alors une vraie structure, ils étaient 2, 3, ils s'associaient, ils lançaient un autre cabinet, par exemple Urban Linker et compagnie. Soit alors c'était des personnes qui quittaient complètement le monde du recrutement, soit alors ils allaient en interne, mais chez un client, et donc plutôt faire du recrutement avec la projection de basculer à un moment ou un autre côté ressources humaines, soit alors tu quittais complètement le monde du recrutement. Mais on n'était pas très très nombreux, en tout cas à Paris, pareil, je connais pas tous les tech recruteurs, et je connais déjà pas tous les tech recruteurs parisiens, mais je connais pas non plus tous les tech recruteurs de France, mais on était assez peu nombreux à se dire je fais ça tout seul chez moi, parce que quelque part cette fonction-là, elle existait en cabinet, et tu pouvais être ce qu'on appelle, enfin en tout cas dans les cabinets dans lesquels je suis passée, tu étais principal, tu étais là, tu bilais, tu n'encadrais pas, etc., tu vois. Et là où aujourd'hui, tu as de plus en plus de recruteurs indépendants à leur compte, exactement sur le même modèle de fonctionnement que moi, alors soit au succès, et encore plus des recruteurs qui se mettent à leur compte et qui ont une espèce d'agent de recruteur et qui vont ensuite aller en mission 6 mois dans une start-up, 6 mois ailleurs, tout en étant indépendant et freelance. Et ça aussi, tu vois, c'est quand même très nouveau. C'est vrai. Mais effectivement, les gens aujourd'hui ont besoin de plus de sens. Ça me fait penser à ce qui se passe notamment aux États-Unis, donc le Big Quit. La grande démission. T'as plein de personnes qui démissionnent, et t'as notamment dans des cabinets d'avocats ou dans des grosses sociétés américaines où ils sont en train d'aligner des salaires mais énormes. Et en fait, les candidats, j'aime ça pas ne les retient dire ce pas. mot, mais oui, ça les retient plus en fait. La phrase on a des super locaux et on a un baby food, viens, on est bien. Aujourd'hui, ça fait plus peur qu'autre chose, parce que s'il y a que ça que tu mets en avant, ça pue. Ouais. Ça pue, bien sûr. Ça sent, excuse-moi du terme, mais ça sent pas bon si le seul truc que tu mets en avant pour recruter, c'est un baby food. C'est compliqué, mais je suis assez d'accord avec... Et le panier de fruits, t'oublies le panier de fruits, oui, le panier de fruits. Et le café gratuit. Le café et thé, gratuit. Des fois, c'est que café. Des fois, c'est que café. En plus, parfois, c'est que le café. Merde. Non, parce que je trouve, tu vois, on valorise pas assez les personnes qui aiment le thé. Tu vois, moi, je préfère le thé. Il y en a pas assez. Il y a pas assez. J'ai jamais vu une petite boîte avec on va m'appeler mamie, mais c'est pas grave. Tu sais, des petits thés, une variété de thé. Non, il y a que du café. Donc oui. Mais c'est pour tenir la cadence de la journée. Tu vois, c'est que je pense qu'inconsciemment, on associe encore trop le taf à une labeur. Tu vois, on te dit, il faut que les mecs, ils carburent au café parce que sinon, les pauvres, comment ils vont tenir toute la journée? Avec le sens, la motivation, la passion, je ne sais pas. C'est peut-être trop envisagé pour moi ou pour des sociétés. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus sur ton métier et même au-delà dans ta vie de dirigeante d'entreprise, si je dis ce mot, parce que mine de rien, on dit freelance indépendant, mais tu as ta société. Exactement. Alors, ce qui me plaît, déjà, c'est d'être seule maître à bord. Donc ça, je suis très très contente. Je suis très contente aussi de me dire que je dépends de personne. C'est bizarre de dire ça, mais tu vois que je crée ma propre valeur et je crée. Tu vois, je trouve ça très cool. Ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir être moi-même. Donc avec ma folie, tu vois, genre ma perso et compagnie, je suis pas obligée de porter un masque. Alors même si on en a porté un pendant très longtemps, mais tu vois, je peux être moi-même, et c'est justement, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les clients qui bossent avec moi, ceux qui bossent pas avec moi, c'est que je suppose qu'ils sont pas sur le même dans la même folie que moi. Mais ça, je trouve ça très très cool de se dire, te connaissent pas encore. C'est ma boîte, c'est mon business, je fais ce que je veux, je montre celle que je suis.
ça plaît pas, bon bah tant pis, c'est que probablement, tu vois, on n'était pas trop alignés avec ces gens-là, et c'est pas non plus un problème. Donc ça, je trouve ça très très cool. Je trouve ça très cool aussi, tout ce que j'ai pu découvrir en ayant ma structure. C'est que de longues discussions avec mon comptable, que j'embrasse s'il nous entend, mais tu vois, forcément, enfin ça te permet aussi de toucher à plein de choses et d'avoir un job réellement polyvalent, dans le sens où il y a des jours où je vais être où je vais bosser la compta avec mon comptable. Donc même si j'essaye de fermer mon cerveau à ces moments-là, je suis quand même bien obligée de l'ouvrir. Et tu vois, et j'ai découvert plein de choses sur ce sujet-là. T'es quand même obligé de te former, de continuer à essayer de te challenger. Tu gères une boîte, quoi. Tu gères une boîte, tu gères tous les trucs super positifs d'une boîte et tout ce qui est moins positif. Tu vois, c'est dans un cabinet, t'envoies ta facture et puis hop, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu reçois ton salaire. Là, tu vois, c'est moi qui dois faire les relances clients, donc je dois m'assurer que la facture a bien été envoyée, je dois m'assurer qu'elle a bien été reçue chez le client, je dois m'assurer qu'ensuite je suis bien payée. C'est top parce que tu bosses aussi avec un avocat. Dès qu'il y a un changement dans le contrat, je suis pas avocat, donc forcément il faut bien, tu vois, que quelqu'un me challenge, que je me rapproche d'un conseil pour être sûr que je m'engage pas non plus à faire n'importe quoi. Donc il y a ce côté-là où tu as la possibilité de voir un peu tout plein de facettes de plusieurs métiers. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'un jour j'ai relu un contrat que je suis devenue avocat, clairement pas, mais tu vois, c'est quand même, il y a une espèce de stimulation intellectuelle, bon, je vais pas dire qu'il est là non-stop, mais tu vois, qui est et voilà. Et puis tu dois trouver les solutions toute seule quand tu bloques sur un process, quand tu bloques avec un candidat, quand tu bloques avec un client. Donc tu es quand même un peu obligé d'être toujours un peu en train de te réinventer, ou en tout cas de te challenger, parce que c'est toi, parce que c'est ta boîte, parce que c'est ton nom sur le marché. Donc tu vois, ça, je trouve ça vraiment vraiment cool. Et après, le fait d'être là sur le secteur de la tech, je trouve ça vraiment dingue, parce que c'est un secteur qui ne cesse d'évoluer, un secteur qui est bouillonnant, où tu as la possibilité de bosser avec toutes les boîtes ou certaines des boîtes les plus sexy de l'écosystème. Donc c'est assez incroyable, et tu as l'impression que, en effet, moi parfois je dis ça de façon un peu naïve, mais j'ai l'impression, tu vois, aujourd'hui, il y a un peu deux mondes. Il y a un monde parallèle, le monde de la tech, où tout va très vite, où tout va beaucoup plus vite, où tu vois, peut-être que tu vois, il y a des choses qui sont en train de se créer et qui demain vont probablement révolutionner notre vie, etc. Et un peu naïvement, j'ai l'impression d'en faire un petit peu partie, et d'avoir un petit peu, tu vois, genre un regard, une fenêtre sur ce monde-là, de par, tu vois, mon job. Et j'ai l'impression que, tu vois, dans un autre monde parallèle, il y a peut-être des personnes qui sont très éloignées de cet écosystème, qui ne se rendent peut-être moins compte que le monde, il est en train d'évoluer à une vitesse absolument dingue. Et je suis et je suis super contente et super fière, tu vois, de faire un tout petit peu partie de ce monde-là, et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en aidant des boîtes qui ont des super projets, justement à staffer, à trouver leur talent, et puis à changer le monde in fine, si c'est leur volonté, tu vois, de révolutionner en tout cas un petit peu certains pans de l'économie. Donc non, je trouve ça très très chouette. Ok. On parlait de choses super chouettes, comme tu dis, et positives. Je vais un peu casser le délire. Est-ce que tu as déjà eu des regrets à propos de ta carrière, de ton parcours? Si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? J'ai dit, je casse l'ambiance. Ouais. Qu'est-ce que je ferais différemment? Parce que là, si je dis absolument rien, ça fait quand même la meuf qui manque un peu de recul, hein, on est d'accord? Donc, il va quand même falloir que je fasse des choses différemment. Non, je pense que, tu vois, quand j'ai commencé quand je me suis lancée, je pense que je disais oui à tout. Donc là, je pense que c'est, tu vois, j'avais toujours peur de louper une opportunité. J'avais toujours peur que si je disais non à un truc, l'opportunité ne se représenterait plus jamais. Donc, au début, de temps en temps, mais je me noyais dans un verre d'eau, parce que j'avais dit oui à tellement de choses qu'après, je savais même pas par où commencer.
j'acceptais de négocier mes honoraires, tu vois, au début, grande erreur, des erreurs de débutante. Et puis j'acceptais aussi d'accompagner des clients quand où j'avais pas forcément le feeling. Et ou quand j'étais pas trop convaincue ou que j'étais pas trop convaincue par la boîte, alors ça pouvait être notamment en effet parce que j'avais pas eu de feeling, etc. Et ça, je pense que ça a généré beaucoup de pertes de temps et de frustration, et probablement aussi bien pour moi que pour les clients du coup que j'ai accompagnés avec peut-être moins d'envie et moins de succès. Quand je me suis lancée, il y avait cette pression de me dire il faut que ça marche. Donc t'acceptes un petit peu tout, t'arrives à moins prendre en tout cas moi à l'époque, voilà, je prenais peut-être moins de recul. J'étais peut-être aussi moins confiante, tu vois, de la valeur de mon accompagnement et de mon. Alors j'aime pas du tout le mot expertise, donc il faut absolument que je trouve un autre mot. Mais tu vois, j'étais peut-être je doutais peut-être davantage, tu vois, de mes compétences et de ce que je pouvais apporter à un client. En même temps, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais ça fait comme si aujourd'hui j'étais méga convaincue. Mais en tout cas, je sais, tu vois, que je me suis parfois embarquée dans des histoires où tu savais dès le départ que ça puait. Mais tu vois, t'y vas parce que tu te dis bon, sur un malentendu, on sait jamais. Donc ça, je pense que c'est. Enfin voilà, mais en même temps, c'est toutes ces expériences un peu loupées qui ont fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai forcément appris avec ces expériences-là, mais c'est sûr que je pense que j'en ai gardé aujourd'hui des principes entre guillemets. Si ça pue dès le début, c'est ça pue tout court, donc on n'y va pas. Je négocie pas mes honoraires parce que pour tout un tas de raisons, et je me dis si on commence à négocier alors que j'ai absolument encore rien fait et qu'en plus je vais travailler gratos pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est que pareil, ça n'ira pas, on n'est pas alignés, etc. Donc voilà, ouais. Donc je pense que c'est surtout ces choses-là, de mieux savoir, de davantage savoir dire non. Ouais. Ok. Ce qui est parfois pas forcément facile. Tu parlais de feeling. Pour choisir les clients avec lesquels tu vas travailler, tu es plutôt pragmatique ou tu marches au feeling, au coup de cœur? Je marche plutôt au feeling et au coup de cœur. Parce que, tu vois, si on sort une espèce de scorecard de la sexiness des clients, tu vois, dans mon portefeuille, j'ai aussi bien des petites PME, tu vois, qui sont en train de se digitaliser, d'opérer leur transformation, etc., tu vois, et des boîtes très sexy dont t'entends parler. Donc les PME qui sont en train d'opérer leur transformation, j'ai envie de te dire, c'est un peu des boîtes inconnues au bataillon dont moi-même j'avais jamais entendu parler avant de bosser avec. Et pourtant, c'est des très très jolies boîtes et de très jolis succès. Et à côté de ça, j'ai aussi des boîtes qui sont de cet écosystème tech, French Tech et compagnie. Et je pense que quand je repense à l'intégralité de mes clients, c'est le feeling. Moi, j'ai besoin d'aimer bien, de bien aimer les gens avec lesquels je bosse. Alors, j'ai besoin de comprendre la boîte. Enfin, j'ai besoin de comprendre ce qu'elle fait, pardon. J'ai besoin de comprendre le job, et j'ai besoin, tu vois, de me sentir à l'aise avec les personnes que je vais accompagner sur le recrutement. Déjà moi, pour me sentir à l'aise et pour être motivée à aller chercher pour ces clients-là, tu vois. Et aussi parce qu'après je parle de ces boîtes aux candidats, tu vois. Et que si moi-même je suis pas convaincue, je me dis difficilement je vais être convaincante. Et si moi j'ai pas envie, je pense que je donnerai rarement envie aux candidats. Et rien ne me fait plus plaisir quand parfois, tu vois, je fais un call avec un candidat et qui me dit non, mais en tout cas la façon dont vous vendez, bon, ok, donc bon, il a quand même perçu que j'étais un peu une vendeuse, peut-être de pacotille. Non, mais tu vois, et quand le candidat te dit, tu vois, ça me donne trop envie la façon dont vous en parlez. Et je pense que tu vois, alors peut-être que oui, que, et je pense sincèrement
que mes atouts, c'est peut-être pas forcément d'ailleurs la vente, mais c'est le côté, moi, si j'aime bien, si je suis convaincue, bah forcément, t'es convaincante, tu vois, parce que t'y crois, toi, tu crois au projet, tu crois à la boîte, t'aimes les gens avec lesquels ces personnes-là vont potentiellement bosser. Et moi, ça m'arrive, mais très très souvent, de dire aux candidats, ok, je vais droit au but. Si tu cherches, par exemple pour des PME que j'accompagne, si tu cherches la boîte Startup Nation, Patinette, Coca, Veja et compagnie, c'est pas la boîte dont je vais te parler, tu vois. En revanche, si tu as envie de bosser, tu vois, avec des jobs, sur de la quali, de faire de la montée en compétences, d'être dans une boîte hyper saine, d'avoir ses projections d'évolution, etc., etc. Là, oui. Et puis après, tu vois, heureusement, il y a de tout. Et moi-même, dans mon portefeuille client, j'ai aussi de tout. Et il y en a pour tous les goûts, tu vois. Et il y en a aussi parfois pour toutes les périodes de vie. Il y a certaines périodes de vie où tu as peut-être plus envie d'une certaine typologie de client, ou tu vois, et après, ça évolue aussi, quoi. Donc oui, clairement, le feeling. Ok, ça marche, merci. Si tu devais faire un autre métier, si tu avais carte blanche sur tout, même en termes de... si toutes les contraintes tombaient, que ce soit budgétaire ou autre, ou même de lieu, qu'est-ce que tu ferais ? Ah, là, tu vas te dire, elle a peut-être loupé une carrière, mais je crois que je reviendrai à la chanson. Oui. Non, je pense que clairement, si j'avais eu carte blanche, ou si j'avais carte blanche, clairement quelque chose artistique, en tout cas, tu vois, genre la chanson, du théâtre, du ciné, tu vois, c'est... Après, tu vois, je vais te dire, non, mais tu sais, quand j'étais petite ou encore aujourd'hui, dans ma famille, je fais rire tout le monde. Oui, voilà, c'est ma famille, je pense qu'ils sont acquis à ma cause, donc c'est peut-être pas pour autant que demain je vais me lancer dans du stand-up et que je suis vraiment très drôle, ou alors peut-être qu'ils rient de moi et moi je pense qu'ils sont en train de rire avec moi et qu'ils trouvent mes blagues absolument délirantes. Mais ouais, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui j'ai toujours adoré, mais bon, j'imagine que c'est pas assez pour en faire une carrière, mais tu vois, j'ai toujours aimé chanter, mais bon, voilà, là il me manquait juste le don. Mais après, j'ai toujours aimé, tu vois, me déguiser, faire le pitre, faire rigoler, tu vois, ça c'est toujours... mais ouais, peut-être que... Et c'est marrant parce que j'ai déjà pensé parfois à me dire, pourquoi tu profites pas du fait d'être à ton compte, indep, juste pour le plaisir, tu vois, prendre des cours de théâtre, mais j'ose pas. En fait, j'ai tellement peur, je pense que j'ai tellement peur, tu vois, de me confronter à la réalité, que les gens disent, non, t'es ni drôle, ni doué, tu vois, que j'ose pas. Mon mec, une fois, il m'avait offert pour l'un de mes anniversaires des cours de chant avec un mec. Et figure-toi que je ne les ai jamais fait. J'ai pas osé. Tu vois, j'avais pris contact avec le mec, il m'avait dit, ok, choisissez votre chanson dans le répertoire, on la bossera, etc. J'avais choisi une chanson et en toute humilité, tu sais, j'avais dû prendre genre Maria Carey ou Céline Dion. Tu vois, ouais, je pose ça là, tranquille, tu vois. Donc peut-être qu'après, j'ai peut-être réalisé après coup que je m'étais peut-être enflammée. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais osé aller au cours. Donc voilà, quelque part à Paris, je crois que c'était dans le 15e, il y a un monsieur qui me doit toujours 2 ou 4 heures de chant. Je ne sais pas s'il nous écoute. Pareil. Il attend toujours que tu prennes contact avec lui. Il attend toujours 10 ans après que je prenne contact avec lui pour venir chanter du Maria Carey avec lui. Donc voilà. C'est énorme. Mais je suis pas de ta famille, mais moi je ris beaucoup à tes blagues. Est-ce que je suis bon public ou pas? Ça, on sait pas. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Pour terminer cet épisode, en entretien, t'es recruteuse. Il y a une question habituellement que je pose aux personnes que je reçois sur le podcast, c'est quelle est la question la plus surprenante qu'on ait pu vous poser en entretien? Toi, le recrutement, c'est ton métier. Du coup, je vais un peu inverser. Quelle est la réponse ou la chose la plus surprenante qu'on ait pu te dire en entretien? Qu'on a pu me dire en entretien, j'essaye de réfléchir parce que j'ai pas eu trop de... Tu vois, Alors, je sais que post-offre et quand un candidat que j'avais avait commencé chez mon client, on avait été déjeuner ensemble et puis il m'avait ensuite dit tu sais, je t'avais menti sur mon package et donc du coup grâce à toi j'ai fait une super culbute et j'ai acheté une voiture à ma femme. donc on a ri.
Bon, alors s'il nous entend, entre-temps, il a divorcé. Donc, et je lui avais quand même dit, quand il me l'a annoncé, je lui avais dit, est-ce que tu as récup la bagnole? Donc, et je crois pas. Il était en communauté de biens ou il avait un contrat de mariage? Ça, je sais pas, mais ça, je me souviens qu'on avait vraiment rigolé parce qu'il m'avait dit, bon, allez, bon, je sais pas si je dois te le dire, mais je te l'avoue, en fait, je t'avais menti sur ma rémunération et du coup, après, comme j'avais déjà fait un beau gap, j'avais fait un énorme gap et tout ça, j'avais trouvé ça très rigolo. Moi, quand je suis arrivée dans le recrutement, on m'a posé cette question. Donc, quand je suis arrivée dans le recrutement, je devais avoir pas loin de 30 ans, enfin en tout cas bientôt 30 ans. Donc, en tout cas, j'étais une vieille vingtenaire, on va dire. Et je sais que en entretien final, on m'a posé la question est-ce que je n'étais pas trop vieille? Donc la question était vraiment posée comme ça. Est-ce que je n'étais pas trop vieille pour commencer dans le recrutement? Autant dire qu'il y a eu quand même un petit moment de solitude. Grosse remise en question dès le début, c'est. Non, mais parce que c'est vrai que tu vois, c'est quand même un job que tu démarres souvent post-école, tu vois. Donc, t'arrives, t'as 22, 23 ans. Moi, j'étais en 2010, donc très rapidement, je suis très mauvaise en maths, mais je devais avoir plutôt 28 ans, tu vois. Et alors, pour que l'anecdote soit encore plus croustillante, j'ai quand même dit oui, j'ai signé et j'y suis allée. Donc, soit j'étais complètement folle, soit en tout cas, je l'ai pas trop mal pris. Mais je pense que je n'avais encore aucun complexe avec mon âge à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc, mais ça m'avait fait sourire. Je pense qu'à l'époque, je m'étais dit, mais quelle question con, tu vois. Et peut-être que, tu vois, aujourd'hui, je la prendrais vraiment différemment, tu vois, avec le recul, etc. Mais à l'époque, j'avais quand même rebondi. Et la personne en face, qui n'était pas francophone, s'était cachée un peu derrière ça, en disant oui, pardon, c'était peut-être maladroit, je suis pas francophone, etc. Donc ça m'avait fait sourire. Mais sinon, moi, après, j'ai pas eu ni de réponse. Celle de la voiture, c'est plutôt pas mal. Même si c'était pas lors d'un entretien, mais c'est plutôt mignon. Écoute, c'est sur cette dernière question qu'on va terminer cet épisode. Sonia, merci beaucoup pour ce partage et ce moment. C'était super intéressant. Je reste sur ce que j'ai dit. Tu es très drôle. Merci, Jalila. On te retrouve sur ton compte LinkedIn. Si les personnes veulent te suivre, veulent te contacter pour soit s'ils sont à la recherche de leur future opportunité ou s'ils sont à la recherche de leur futur salarié, tu postes sur LinkedIn, comme je disais, tes biais d'humeur et d'expérience. Je mets toutes tes infos du coup dans la description de ce podcast. Si on veut te contacter, je mettrai ton lien LinkedIn. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant comme échange. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Jalila. Et bonne chance avec ton podcast. Merci. À très vite. J'espère que cet épisode autour du recrutement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis. Vous donnerez un gros coup de pouce au podcast. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, @AboutTheRole, et sur mon LinkedIn. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur About the Role. Prenez soin de vous et à très vite.